Bonjour à tous et bienvenue dans Pour tout vous dire. Plus rapide que le bateau, moins cher que l'avion, le fret ferroviaire a le vent en poupe. Alors que la connectivité transnationale est au cœur des enjeux contemporains, la Chine a pris une longueur d'avance en la matière avec le développement tous azimuts de son réseau, la reliant à l'Europe. Nous nous intéresserons à la place du fret ferroviaire aujourd'hui et à l'intérêt que celui-ci peut représenter pour l'avenir en termes économiques, mais aussi de limitation des émissions de carbone pour répondre aux défis de la crise climatique. Pour en parler, Fabrice Moreno et Henri de Grossouvre nous ont fait le plaisir d'accepter de se joindre à nous aujourd'hui. Et puis dans la deuxième partie, Georges Ribeuil, un historien spécialiste du rail, viendra nous parler des trains qui nous font rêver, des trains de légende et des trains de nuit qui connaissent eux aussi un regain d'intérêt aujourd'hui. Bonjour à tous les deux, Fabrice Moreno et Henri de Grossouvre, et merci donc d'avoir accepté cette invitation. Henri de Grossouvre, vous êtes directeur de la stratégie urbaine de Suez, mais vous intervenez dans cette émission en tant qu'essayiste sur les relations européennes et eurasiatiques. Et il faut signaler aussi peut-être que vous êtes président d'honneur de l'association Paris-Berlin-Moscou. Et vous, Fabrice Moreno, vous êtes directeur général de Hub et Connexion, la filiale en charge du développement international de SNCF Gare et Connexion. Et vous êtes aussi conseiller du commerce extérieur de la France. Alors, le 19 mars 2021 a marqué une étape importante dans le transport ferroviaire eurasien. Il y a 10 ans, donc, le 19 mars 2011, la première liaison ferroviaire China-Europe Express entamait une nouvelle ère pour le fret de marchandises. Retour sur ces 10 années de développement du transport ferroviaire eurasien en images. Le 19 mars 2011, le premier train de marchandises quittait Chongqing, dans le sud-est de la Chine, avec pour destination finale Duisburg, en Allemagne. C'est la première étape d'un service hebdomadaire régulier qui se met en place l'année suivante. La progression est rapide, de 17 trains annuels en 2011, reliant 59 villes chinoises à 49 villes européennes de 15 pays différents. Le service monte en flèche à plus de 6 000 trains en 2018, puis environ 14 000 voyages en 2019. La France n'est pas oubliée. En avril 2016, le premier train rempli de marchandises venues de Chine parcourt près de 11 300 km pour arriver à Lyon. Il repartira chargé de véhicules, de vins et de produits agricoles fabriqués en France, importés par la Chine. Pour 2020, alors que le fret aérien et maritime se heurtait à d'énormes problèmes, le China-Europe Express, avec plus de 12 000 trains, a permis aux chaînes d'approvisionnement entre l'Asie et l'Europe de continuer à fonctionner. En 10 ans, de gigantesques hubs européens, comme à Liège et à Amsterdam, se sont constitués, permettant d'accueillir les marchandises venant des pays de transit. Selon des données récentes, de janvier à octobre de cette année, le transport de marchandises Chine-Europe a encore augmenté de 33% en glissement annuel, une progression que rien ne semble arrêter. Henri de Grossouvre, on vient de voir la croissance rapide du fret ferroviaire entre la Chine et l'Europe. On est passé donc de 17 trains venus de Chine sur l'année 2011 à 12 000 en 2020, malgré la crise sanitaire. Est-ce que vous pourriez revenir, pour commencer, sur cette évolution ? Oui, alors c'est une tendance qui a été en effet, qui a explosé, en fait pas malgré la crise sanitaire, mais peut-être aussi par la crise sanitaire. La crise sanitaire a accéléré de grandes tendances d'évolution de nos sociétés, dont ce développement de fret ferroviaire eurasiatique qui était en gestation, qui avait été préparé depuis à peu près une dizaine d'années. En fait, il y avait en Chine, vous aviez 2 grandes plateformes de production électronique qui étaient maritimes sur les dans les années, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, il a été décidé la création d'une nouvelle plateforme terrestre
qui devait être par la suite alimenté et avoir des débouchés par le fret ferroviaire et le développement des voies de transport ferroviaire entre la Chine et l'Europe occidentale. En 2008 a été aussi créée une société conjointe de chemin de fer entre les grandes compagnies de chemin de fer des pays principalement concernés, Allemagne, Chine, Kazakhstan et Russie, bien sûr. D'accord. Alors, c'est une évolution rapide. Vous pouvez aussi revenir peut-être un petit peu sur les déclinaisons, finalement. C'est-à-dire que, bon, voilà, on a vu les grandes lignes qui se sont développées, mais ça a des conséquences sur des ports, des nouvelles gares de redistribution, des nouvelles portes d'entrée vers l'Europe. Les conséquences, c'est surtout par rapport au commerce mondial. Vous savez, 80% du commerce mondial est maritime. Et la grande tendance depuis des siècles était une tendance à la domination du commerce maritime. Et à partir du 19e siècle, avec le développement industriel et là aussi le développement ferroviaire, je parle sous contrôle des spécialistes du ferroviaire, cette tendance a commencé à s'inverser et a été en fait brisée par la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et il se trouve que cette grande tendance, on ne va pas remettre en cause le commerce maritime, mais que cette grande évolution historique est en train de reprendre pied et va avoir des conséquences économiques, sociales et géopolitiques très importantes dans les années à venir. Fabrice Moreno, on va regarder un petit peu du côté de la France, puisque la SNCF, donc notre compagnie ferroviaire hexagonale, a aussi des ambitions à l'international. C'est peut-être assez peu connu du grand public, mais donc la filiale pour laquelle vous travaillez, Gares & Connexions, est chargée d'exporter des projets dans le monde entier. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. En Chine en particulier, où elle a ouvert déjà 2 bureaux, je crois, et elle a déjà pris en charge la rénovation de gares très importantes en Chine, celles de Wuhan et de Qingdao. Vous qui étiez à la tête de ces chantiers, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, alors la SNCF, bien évidemment, vous l'avez dit, c'est l'entreprise nationale. Notre priorité, ça reste et ça demeure bien évidemment notre marché domestique, bien évidemment. Mais en plus de cela, notre savoir-faire est apprécié à l'international. Et donc c'est dans ce cadre que le groupe SNCF, à travers certaines de ses filiales, peut intervenir notamment en Chine. Alors on a une filiale qui s'appelle AREP, qui est un bureau d'architecture et d'urbanisme, qui est présent depuis plus de 25 ans en Chine et qui a notamment dessiné, développé les 2 gares que vous citez. Et parce qu'en fait, ce savoir-faire français, notamment en matière de ce qu'on appelle de transit orienté de développement, c'est un mot anglo-saxon, certes, mais qui en fait dit tout simplement que c'est un pôle d'échange multimodal. Et c'est aujourd'hui quelque chose avec cette sensibilité, cette prise de conscience forte sur le développement durable. C'est finalement le fait de mettre tout au sein d'un lieu de transport, toutes les commodités, c'est-à-dire de mettre à une distance de marge de moins de 500 mètres, à peu près donc des services commerciaux, des services culturels, des bureaux, etc., etc. Et donc c'est finalement, la gare est par définition un hub de mobilité durable et de mobilité verte. Et donc c'est vraiment ça qu'on a échangé avec nos amis chinois, et c'est ça qu'ils ont apprécié, et c'est dans ce cadre-là que cette coopération s'est construite, je vous l'ai dit, depuis plus de 25 ans avec AREP, et aujourd'hui elle continue encore sur ces gares que vous avez citées. Il y a d'autres projets en Chine ? Alors aujourd'hui, malheureusement, vous le citiez, la pandémie a fait qu'un certain nombre de projets sont aujourd'hui plutôt au ralentissement. Et donc du coup, ce sont des projets qui sont en train de travailler, mais il n'y a rien d'émergent actuellement. Mais on espère que des jours meilleurs apparaîtront. Bien sûr. Alors, Henri de Grossouvre, le développement du rail chinois en direction de l'Europe s'inscrit dans le cadre du vaste projet des routes terrestres de la soie chinoise. Avec un volet donc géopolitique, ce développement du rail de la Chine vers l'Europe redonne une importance à l'Eurasie. De là, il est possible de voir émerger une nouvelle forme de globalisation. C'est ce dont vous parliez dans un article que vous avez co-rédigé. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point ? Oui, comme mentionné tout à l'heure, le commerce mondial jusqu'à présent était dominé par l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd'hui, on parle de plus en plus de monde multipolaire et ce développement des routes de la soie peut, pas nécessairement, mais peut, si nous avons une politique, nous autres Européens, qui correspond à nos intérêts propres, peut participer d'un nouvel ordre multipolaire, plus équilibré, où nous pourrions avoir un rôle plus important. Depuis quelques années, on parle d'autonomie stratégique européenne. L'idée et tout l'enjeu, c'est que nous ne subissions pas l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, mais que nous soyons les acteurs d'un développement qui pourrait bénéficier. Et le cœur de cette Eurasie qui rassemble les richesses, les populations, les cultures, le berceau des cultures du monde, est évidemment un enjeu stratégique et qu'il est important pour nous autres Français et Européens, d'être les acteurs de ce qui est en train de se passer et qui se passera quoi que nous fassions. Donc soyons-en les acteurs et ne le subissons pas. Alors, pour ce qui concerne le fret ferroviaire, en France, il a connu une érosion spectaculaire, puisque je crois qu'aujourd'hui, il est tombé à 9% donc, du transport de fret en France en 2019, et c'est 5 fois moins qu'en 1974, et c'est très en dessous également de nos voisins européens. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation du fret ferroviaire? C'est à vous que revient cette question. Oui, moi je crois, tout d'abord, quand on regarde un petit peu la culture ferroviaire de la France, vous avez différents types de pays. Vous avez des pays où le transport ferroviaire est un transport avant tout de fret, notamment dans les pays anglo-saxons, puis vous avez des pays où c'est plutôt un transport de passagers. Et la France est dans cette culture-là, du train comme le transport de passagers. Et donc c'est vrai que dans les arbitrages qu'on peut avoir, et c'est vrai sur des longues périodes, on a plutôt favorisé le transport de passagers plutôt que le transport de marchandises. C'est un premier point. Ceci posé, ceci n'excuse pas tout. Aujourd'hui, notre président, Jean-Pierre Farandou, mais également le gouvernement, ont la volonté forte de faire un plan Marshall pour le fret ferroviaire et donc de développer, de mettre un coup d'accélérateur pour favoriser le transport de marchandises. Et bien évidemment, je vous rejoins là-dessus, il vaut mieux effectivement, s'il y a bien un mode de transport qui est écologique par définition, c'est bien le fret ferroviaire. Les choses sont bien évidemment un petit peu compliquées, on y travaille, ça prend du temps, mais aujourd'hui, et je veux être optimiste dans cette période qui n'est pas forcément énormément, on est en train de voir en tout cas quelques éclaircies pour voir justement la possibilité pour le fret ferroviaire de se développer comme il se doit et de rattraper effectivement, de gagner cette part modale de transport, parce qu'aujourd'hui notre véritable ennemi, c'est bien évidemment la route. Il faut le dire, vous le savez aussi bien que moi, un train une voiture émet 50 fois plus d'émissions carbone qu'un train et 80 fois plus, et un camion ou un avion 80 fois plus qu'un train. Donc vous voyez, il faut vraiment là-dessus qu'on s'organise pour que justement collectivement le fret ferroviaire puisse gagner des parts de marché. Alors oui, allez-y, bien sûr. Pourtant la ligne Barcelone-Perpignan-Luxembourg est une ligne récente. Qui, dit-on, va économiser 23 000, le transport de 23 000 camions, de 23 000 tonnes de CO2. C'est quelque chose qui rentre dans ce que vous décrivez ou qui fait déjà partie du projet futur? Non, ça fait partie des projets futurs. On essaye, bien évidemment, de développer, de les accélérer. Voilà, c'est des choses qui se mettent en place de manière... progressive et sur lequel on a une vraie volonté politique et une vraie volonté d'entreprise affichée effectivement récemment et sur lequel on a toute une vigilance toute particulière. Donc le train, c'est une des pistes pour la relance verte qu'on est en train de mettre en œuvre en Europe. Vous, Henri de Grossouvre, vous êtes intéressé à la collaboration entre la Chine et l'Europe sur justement le terrain de l'environnement. Est-ce que vous voudriez nous en parler ? Oui, alors l'idée de départ qui avait germé au cours d'un colloque auquel j'avais participé, organisé par The Bridge Tank, était de faire le constat que, avec les accords de Paris de 2015, avec la relative avance que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ont dans le domaine technologique, environnemental, et avec aussi, et peut-être surtout dans le domaine de la taxonomie et dans le domaine des normes, les avances que nous avons dans le domaine environnemental,
saisissons-nous de cet ensemble, de cet écosystème de mesures, alors que dans les autres domaines stratégiques, nous notons plutôt des retards, pour en faire un avantage pas seulement environnemental, mais aussi un avantage diplomatique. Mettons en place ce que j'essaye d'appeler une diplomatie environnementale qui fasse de ce choix déontologique, de ce choix de société, de ce choix d'avenir, aussi un choix politique, diplomatique, économique pour l'avenir, partant du fait aussi que la Chine, le président chinois a annoncé l'année dernière que la Chine serait carboneutre en 2060, que l'Union européenne allait décider de l'être en 2050. Donc, dans ce domaine, essayons d'identifier ce que nous avons fait au cours d'un article qui a été publié par la Revue Défense nationale sur ce sujet. Identifions, à partir des grands thèmes et des grands axes que je viens de citer, des domaines concrets de coopération sur lesquels nous pourrions travailler avec la Chine. Alors, les trains et les gares, c'est ce que vous nous disiez un petit peu tout à l'heure, Fabrice Moreno, sont des lieux évidemment de passage, mais ce sont aussi des lieux de vie et même d'art quelquefois. Vous, avec Gare et Connexion, vous avez développé la mise en place d'expositions dans des gares, notamment en France et notamment avec des artistes chinois. Et puis, plus dernièrement, je crois que l'exposition qui s'appelle L'Orient Express et compagnie vient de se monter donc en Chine dans le cadre du festival d'un croisement entre le festival de photographie de Arles et Timei. Est-ce que vous pourriez nous en parler, de toutes ces initiatives et surtout de celle sur l'Orient Express qui vient de débuter? Bien évidemment, les gares sont des lieux de vie dans lesquels vous avez énormément de passages. C'est d'ailleurs quand on construit, quand on rénove une gare, c'est quelque part un quartier de ville que l'on rénove. Vous avez des connexions fortes entre la gare et son quartier. Et donc le fait de pouvoir mettre des œuvres d'art ou des expositions culturelles, ça permet de toucher un très grand nombre de personnes. Prenez par exemple la gare du Nord à Paris, qui est la plus grande gare d'Europe, où vous avez pas moins de 800 000 personnes qui passent tous les jours. Lorsque vous faites une exposition dans cette gare, vous touchez potentiellement tous les jours 800 000 personnes. Il n'y a aucun musée au monde qui permet justement de mettre la culture à portée du plus grand nombre. Donc c'est déjà une vocation de service public. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on a effectivement, comme vous l'avez dit, développé des partenariats et des relations avec nos amis chinois. On a organisé plusieurs expositions croisées avec des artistes chinois à Paris ou à Shanghai. J'ai moi-même organisé dans le 13e arrondissement, à la bibliothèque François Mitterrand, en plein quartier chinois, une exposition sur le métro de Shanghai. Et la même exposition a été exposée place du Peuple, People Square, à Shanghai, avec des photos du métro parisien et des gares françaises. Donc vous voyez, de même, on a organisé des jumelages de gares. Par exemple, la gare de Shanghai Sud, qui a été justement dessinée par la SNCF et ses architectes, est jumelée avec la gare de Paris-Austerlitz. Vous voyez. Et vous parliez justement de l'Orient Express. Là aussi, l'Orient Express est un fleuron de la culture française. C'est une marque qui appartient aujourd'hui au groupe SNCF, qui est exploitée en partenariat avec le groupe Accor, avec des projets effectivement absolument ambitieux. Une exposition qui était à Paris, qui ensuite est allée en Chine, et qui effectivement a vocation à faire rêver et à rappeler un petit peu au grand public cet art du voyage où l'on court le train de nuit dans des conditions. Alors bien sûr, tout le monde pense à Agatha Christie quand on pense au train de nuit, mais aujourd'hui, vous avez de nombreux... la SNCF relance des trains de nuit qui marchent excessivement bien. On sent un engouement du public très fort. Ça renvoie à beaucoup de souvenirs. C'est un peu pour certains la Madeleine de Proust, de prendre ce train de nuit pour vous amener au bord de la Méditerranée ou peut-être même à travers l'Europe. Et vous voyez, moi par exemple, je gère la gare de Monaco-Monte-Carlo dans le cadre des gestions de gare internationales et on a eu pendant très longtemps un train de nuit entre Monaco et Moscou. Donc vous voyez, ça durait 3 jours. Et donc les gens, c'était un art du voyage où finalement, vous n'êtes plus dans notre société contemporaine où les gens veulent absolument aller plus vite, plus vite, plus vite. Là, on prend le temps de se poser dans une voiture couchette, de boire le thé et pendant 3 jours de traverser les pays d'Europe. Et donc cet art du voyage est en train, je trouve, de renaître. C'est finalement quelque chose qui se développe et qu'on observe
en France et en Europe. Eh bien, nous allons justement continuer à parler de cet art du voyage dans la deuxième partie de cette émission, dans laquelle nous allons accueillir l'historien Georges Ribeil. Bonjour Georges Ribeil. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue et historien spécialiste des chemins de fer. Vous avez fondé l'association Rail et Histoire en 1987. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Historail et vous avez publié en mai dernier Les trains de nuit, 2 siècles de voyage aux éditions La Vie du Rail. Alors, on a parlé à l'instant dans la première partie de cette émission du développement du fret ferroviaire entre la Chine et l'Europe. C'est un mode de transport qui semble revenir sur le devant de la scène aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'âge d'or du fret ferroviaire ici en France? Alors effectivement, l'âge d'or est déterminé par les 30 Glorieuses, la reconstruction de la France à base de métallurgie, de charbon, la route du charbon et de l'acier, non pas la route de la soie. Et tout ça, les wagons de marchandises rapportent de l'argent à la SNCF. Et l'âge d'or, c'est effectivement en 1974, où la crise, qui n'est pas bien perçue par la SNCF, aura des répercussions longues et durables sur la transformation du marché du fret. En particulier, la SNCF ne verra pas venir cette reconversion de la France vers une industrie de services, d'industrie de juste-à-temps, qui suppose que le porte-à-porte est bien mieux placé que le fer, qui est plutôt de gare à gare, malgré des services connus comme le train entier qui permet, sur des embranchements particuliers, de servir une usine à un entrepôt. Mais globalement, les pertes sont sévères de trafic, dans un contexte où aussi la concurrence par le monde autoroutier, je dis bien autoroutier et routier, cette combinaison de facteurs rend encore plus compétitif la route et le camion, d'autant plus que le porte-à-porte devient maintenant une exigence, le flux tendu. Et ça, la SNCF est un système très complexe. La fiabilité, c'est la vertu qu'on attend en premier, mais il y a toujours des impedimenta. Et dans ce jeu du juste-à-temps, les retards de livraison, c'est très pénalisant. Donc c'est comme ça que le fret ferroviaire a perdu du terrain. Alors, effectivement, la contrepartie, c'est que la SNCF, dans ses cartons, depuis 1966, elle a une arme secrète, le TGV, le train à grande vitesse. Mais justement, le train à grande vitesse, il a beaucoup de vertus. Il permet de gagner du temps 2 jours, mais il va coûter très très cher en rame et en ligne à grande vitesse. Si bien que j'ai pu montrer dans mon livre que l'âge d'or, si on arrive maintenant au trafic des couchettes, on vendait 9 millions de couchettes à l'année à la SNCF. En 1975, la SNCF dit le plus grand hôtel de France, c'est la SNCF. Autrement dit, elle a compté que le nombre de couchettes vendues est supérieur au nombre de nuitées à un hôtel. Le plus grand hôtel de France, c'est la SNCF. Donc c'est l'âge d'or de ces trains, en particulier saisonniers, où les Belges, les Anglais font le plaisir de se rendre sur la Riviera dans des trains autocouchettes, c'est-à-dire c'est confortable. On passe le Chanel et puis on embarque la voiture sur un porte-remorque et on rentre dans la voiture attelée et on arrive tout frais et dispo à Saint-Raphaël ou Nice. Alors, il y a eu à l'époque ce contexte du train de nuit populaire. Les Français de leur côté vont découvrir le vignoble alsacien ou les côtes bretonnes dans des vacances encore hexagonales. Tout ce monde va quand même assez vite basculer. Et le TGV, pour moi c'est clair, je le dis souvent, c'est une formule qui ne plaît pas toujours à la SNCF, est un serial killer. C'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'il arrive, il fait des dégâts. Alors ces trains ont connu une désaffection, ils ont même été abandonnés en France. Aujourd'hui, on voit que probablement en raison de la crise environnementale, on commence à nouveau privilégier le train par rapport à la route et on a même relancé certaines de ces lignes de trains de nuit. Alors, l'année dernière, je crois. Lorsqu'on compare avec nos réseaux voisins, effectivement, les Allemands, les Suisses, l'Autriche, ont su mieux conserver une tradition d'offre de trains de nuit conséquente. Inversement, à nous. Effectivement, lorsque les trains de nuit ne sont plus rentables, il faut bien arrêter, couper ces dessertes. On a gardé, vous vous rappelez, Briançon, parce qu'il y avait encore des trains de permissionnaires de nuit, on a gardé les trains de permissionnaires à l'Allemagne. Ben, tout ça, ça traduit une désaffection croissante, et la SNCF
malgré ses relances, avec des trains de nuit, des labels nouveaux, à lâcher prise. Alors effectivement, le renouveau, le vent souffle un petit peu en sens inverse. L'argument écologique est un argument intéressant. Le train de nuit consomme une énergie de nuit qui est réputée meilleur marché que l'énergie diurne. Il remet... ce qui est important, je l'ai fait l'expérience il y a quelques jours à peine, entre le Paris-Toulouse-Cerbère et l'aller-retour. Tout le monde vous dira, le voyageur du train de nuit, comme le contrôleur du train, comme le conducteur du train, vous dit que la nuit, tout est différent, tout est arrondi, les rapports sont plus simples. Et en particulier, les agents de la SNCF, les cheminots, ceux qui sont volontaires pour les trains de nuit, vous diront que les chats dorment, les souris dansent. Enfin, il y a tout un univers, une ambiance intéressante. Et parmi ces trains de nuit, il y a aussi des trains de légende qui sont connus dans le monde entier et qui ont été d'ailleurs souvent mis à l'honneur dans la littérature et dans le cinéma, comme l'Orient Express ou encore le Transsibérien, et qui connaissent aujourd'hui un nouvel intérêt. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors effectivement, est-ce qu'on va de nouveau pouvoir prendre la l'Orient légende Express dorée du l'Orient Express reprend du bon point. Avant, on pourrait évoquer le Transsibérien, effectivement, qui est du même, la même veine. Bon, c'était comme des trains pour gens très très fortunés. La compagnie des wagons-lits a toujours perdu de l'argent jusqu'à lâcher prise dans les 75 en revendant tous ses matériels et enseignes, etc. Bon, alors effectivement, il y a une offre très ciblée, une offre de niche pour le milliardaire russe ou chinois, pour lui offrir le retour en train de transcontinental avec la Riviera, qui est toujours l'Éden, au monde entier, c'est quand même toujours la plaque, il faut être vu là-bas, couvert de bijoux sur la Riviera. Voilà. Donc, c'est quand même un marché de niche très pointu. La SNCF est sur le coup, c'est-à-dire qu'elle peut affréter à tout instant, si vous avez de l'argent, vous pouvez commander un train haut de gamme avec concert, dancing, etc. Tout ça, elle vous fera. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, le contexte nouveau, c'est la décélération, le retour au vert, le retour à un mode de vie sorti de sa gangue du toujours plus vite. Ça, c'est quelque chose, un slogan. La SNCF l'a porté, elle le porte toujours plus vite, toujours de plus en plus vite. Donc, aujourd'hui, le vent change un petit peu chez les générations. Prenons le vélo, embarquons le vélo à bord du train, y compris un train de nuit. Voilà, donc, il y a quand même des vents favorables. Vous voulez ajouter quelque chose, Fabrice Moreno, à ce sujet ? Non, moi je suis très, très heureux d'entendre tous ces compliments sur les trains de nuit. Effectivement, je crois qu'il faut quand même rappeler que le modèle économique du train de nuit, malheureusement, il est fondamentalement compliqué à exploiter. Et donc, même s'il y a une volonté forte politique ou des clients tels que nous sommes aujourd'hui à en prendre le train de nuit, économiquement, c'est compliqué d'avoir un train qui roule que la nuit, avec un matériel roulant qu'il faut entretenir, alors qu'un train de jour, il fait plusieurs allers-retours dans la journée. Le train de nuit, ça paraît assez trivial, mais il fait qu'un aller-retour la nuit. Donc, du coup, en termes d'exploitation, c'est pas facile. Aujourd'hui, vous l'avez souligné, il y a un nouveau vent qui ressouffle à la fois en France, mais aussi en Europe. La SNCF a fait des partenariats avec des compagnies en Europe, notamment en Autriche. Et il va y avoir des trains de nuit qui vont à nouveau sillonner l'Europe. Et donc je trouve que c'est quelque chose de très positif. Et comme vous l'avez dit, c'est à nouveau un nouvel art du voyage qui est en train de se recréer, plus écologique, plus tranquille, moins rapide, qui permet de redécouvrir un petit peu et de prendre le temps d'apprécier les bonnes choses, comme vous l'avez dit avec humour tout à l'heure. Henri de Grossouvre. Non, mais je trouve toutes ces évolutions aussi très positives, à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociologique. Pour faire un petit clin d'œil aux relations internationales et à la diplomatie, moi je pense qu'il faut que tous les ambassadeurs devraient prendre et les diplomates d'une manière générale, leur poste par voie terrestre. Quand vous prenez, que vous soyez simple citoyen, simple passager, ou vous voyez pas le monde de la même manière, quand vous voyagez par voie terrestre. Voyager par avion, aujourd'hui, est évidemment anachronique et problématique pour la préservation de l'environnement. Voilà, donc. C'était la grande tradition des diplomates, hommes d'affaires, hommes d'État, dans ces trains de nuit internationaux cosmopolites européens, quitte à se faire assassiner au bout du couloir ou à tomber dans les bras d'une espionne russe qui avec ses charmes, acheter vos secrets. Voilà. Moi, ça fait partie un petit peu aussi de la légende du train de nuit, c'est-à-dire
Il y a le côté Thanatos, je dirais, tous ces films policiers dans le huis clos parfait. Et puis il y a aussi le versant érotique, j'y tiens. 1000 histoires sont racontées là-dessus. Et il faut du style, des draps et des nappes, monsieur Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette émission. Je vous remercie à tous les trois d'être venus, Georges Ribeil, Henri de Grossouvre et Fabrice Morénon. Je vous remercie à tous de nous suivre et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Pour tout vous dire.